Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à ce 4e débat des partis politiques en lice pour les élections législatives du 8 janvier prochain. Ce plateau est consacré à l'un des secteurs leviers du développement socio-économique, je veux nommer l'éducation. De la maternelle au supérieur, les différents niveaux du système éducatif béninois sont en permanente mutation depuis quelques années, ceci au gré des enjeux nationaux et des impératifs qui conditionnent l'atteinte de l'ODD 4. En effet, l'objectif de développement numéro 4 prévoit qu'il faut assurer d'ici à 2030 l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Quel cadre législatif devrait permettre au Bénin de réaliser ses ambitions? Les représentants de ces partis politiques qui souhaitent siéger à la 9e législature du Parlement vont nous exposer leur vision sur la question. Angèle Toboula, bonjour. Cécile Boudou, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 4e débat qui a pour thématique l'éducation. Nous vous présentons les représentants de partis politiques sur ce plateau. D'abord pour le compte du Moël Bénin, Monsieur Élie Rodrigue Bellogon, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, nous sommes heureux chez Moël Bénin de prendre part à ce débat axé sur l'éducation. Le bloc républicain est représenté ici par Dr Christine Ncha. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste, merci de nous avoir invités à ce débat. Anissé Tidjo pour le compte du parti MPL, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, c'est une occasion primordiale pour nous d'accoucher nos idées novatrices susceptibles de guérir les maux éducatifs du Bénin. Les démocrates, représentés par Dr Paul Atiou, bonjour. Bonjour madame. Le parti Les Démocrates est le parti du peuple souverain qui a au cœur de son programme pour la 9e législature la revalorisation de la fonction enseignante. La FCBE, Dr Mohamed Akintola, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour chers téléspectateurs et merci de nous donner de ces occasions, j'allais dire sans cesse répétées, de participer au débat national et à la construction de notre pays. Docteur Valérie Idossou pour le compte de l'UDBN, bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste, c'est un plaisir pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau d'être sur ce plateau pour défendre ses idées en rapport avec l'éducation. Et puis enfin, Ake Natondé pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent. C'est un plaisir vraiment pour nous, pour moi personnellement et pour notre parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, de prendre part à ce débat. Avant de démarrer ce débat, nous devons vous rappeler le principe. Nous aurons 90 minutes d'échange et pour ces 90 minutes, chacun des représentants de partis politiques aura 11 minutes. Ce qui veut dire, si un représentant excède ces 11 minutes avant la fin de ce débat, eh bien, il n'aura plus droit à la parole. Ceci étant, la première personne, le premier représentant de parti à prendre la parole selon le tirage est le parti Bloc républicain, représenté, je vous le rappelle, par Dr Christine Ncha. Première question donc, quel est l'état des lieux des différents tests de loi sur le système éducatif au Bénin? Merci Madame la journaliste. C'est un grand plaisir pour nous, le parti Bloc républicain, de prendre part à ce débat pour faire la lumière sur tout ce qui a été réalisé en termes d'éducation au Bénin. Et depuis 2016 jusqu'en 2021, le gouvernement a engagé l'assainissement et l'amélioration des conditions de l'éducation. Et cela s'est traduit par des années scolaires stables et apaisées qui favorisent de meilleurs résultats. Il y a eu également le recrutement des enseignants, dont 52 165 aspirants
pour combler les déficits, puis approcher l'idéal d'une classe, un enseignant. Il y a eu également la relance du programme de cantine scolaire au primaire. Il y a eu la restructuration du Conseil national de l'éducation pour en faire un programme majeur de la politique éducative. Il y a eu également l'adoption du plan sectoriel du secteur de l'éducation et la mise en harmonie des calendriers scolaires et universitaires à partir de 2017 jusqu'en 2018, le réaménagement de la carte universitaire, la création de l'agence pour la construction des infrastructures dans le secteur de l'éducation. Je vais passer parce qu'il y en a tellement, donc je vais m'en arrêter là. Merci. Le deuxième représentant de parti politique qui va prendre la parole, c'est celui du parti Mouvement populaire de libération et c'est vous, Anissé Tidjo. On va faire le même exercice, l'état des lieux des tests de loi sur l'éducation au Bénin. Merci madame. D'abord et avant tout, je voudrais vous notifier que je suis peiné d'entendre qu'il y a eu des années scolaires stables, ce que vient de dire l'intervenant de tout à l'heure. Il peut y avoir des années scolaires stables parce qu'on a empêché les gens de manifester, d'exprimer leur mécontentement, la répression des droits de grève et autres. L'état des lieux, jusqu'en 2020-2021, l'école s'avère un droit inaccessible au Bénin, selon l'UNICEF. Et les chiffres qui appuient ça, il y a 43% de filles qui n'ont pas accès à l'éducation, 36% de garçons. Et les facteurs qui expliquent ça sont notamment l'éloignement des écoles, je peux dire moins d'écoles, le coût de la scolarité et la considération socio-culturelle. Tout ce qui vient d'être dit prouve que mon pays se porte bien sur papier. Si l'UNICEF a fait ce constat, au sein du MPL, nous avons juste voulu faire respecter notre Constitution. Si on peut respecter la Constitution, les mots seront amoindris. Le titre 2 de la Constitution, droits et devoirs de la personne humaine, article 13, je cite, « L'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques, l'enseignement primaire est obligatoire. L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. » Sur le premier volet, on me dira qu'il y a des écoles partout, il y a eu des progrès depuis 2016, c'est bien. Mais le second volet, je continue de voir, sinon au sein de MPL, nous continuons de voir des enfants en âge d'être scolarisés, traîner dans des ateliers de soudure, de coiffure et autres. Là, il n'y a pas le sentiment que quelque chose est fait. Mieux, l'État ne suit pas cette situation pour quand même réprimer ceux qui abusent de la vie de ces jeunes enfants. L'État s'est désengagé, c'est certaines ONG qui s'en occupent. L'aspect 3, on parle de progressivité, de la gratuité de l'enseignement public. C'est sous le régime Talon que c'est dégradé. Sous ce régime, par exemple, je vais à l'inscription, par exemple, vous parlez de l'inscription à l'école doctorale. Avant Talon, c'était 251 000. Pourquoi sous Talon, ça passe à 651 000? Et tout ça, on me dira que l'école béninoise se porte bien ou bien l'éducation est en marche. Pour nous, ce n'est pas encore ça. Il y a des choses à faire ici et maintenant. Nous n'allons pas attendre 2030. Nous n'allons pas attendre quelque chose. Les réformes sont en cours. Il y aura changement de régime. Un autre régime va venir avec ces réformes et ces magies. Le régime Talon qui est là, ils ont la thaumaturgie de faire des prouesses. Nous voudrions seulement qu'ils fassent des miracles au niveau de l'éducation, qu'ils mettent les ressources pour renforcer l'éducation au lieu d'embellir Cotonou et autres villes. Jardin Mathieu, Passy, autre chose par là. Donc, pour moi, l'état des lieux est catastrophique. Merci. Docteur Valérie Guidossou, de l'UDBN, vous avez la parole. Nous sommes dans un pays où l'éducation reste et demeure une priorité.
Et l'UDBN a pu observer depuis 2016 une amélioration constante de notre système éducatif. Je ne vais pas revenir sur les acquis, parce que là, nous allons à une élection pour être représentatif du peuple, et nous devons donc aller dans le sens de l'amélioration. Mais l'UDBN constate globalement que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Des efforts qui se font ressentir dans les familles quand la cantine est gratuite pour la majorité des enfants. Vous comprenez que mes frères qui sont à Pereret, mes frères qui sont dans un arrondissement qu'on appelle la Donga, dans Djougou, mes frères qui sont à Keret, à Dassa, peuvent aller à l'école plus facilement. En termes de cadre législatif, on passerait des heures à dire ce que le Bénin a en matière de cadre législatif lié à l'éducation. Mais il me plaît de rappeler la loi d'orientation sur l'éducation de 2003 qui met en avant l'éducation comme une priorité. Et l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation formelle, ne l'oublions pas, c'est également l'éducation non formelle. Et nous savons que chaque année, il y a des milliers de nos filles et de nos garçons qui quittent l'éducation formelle. Que deviennent-ils? Il y a également la loi cadre sur l'enseignement. Si je ne me trompe, cette loi a été prise cette année-ci, en janvier 2022, et est plutôt axée sur les questions de formation technique et professionnelle. En la matière, c'est des avancées parce que le Bénin passe d'une pyramide de base horizontale à une pyramide d'éducation de base rectangulaire. Je pense que là-dessus, le Bénin a avancé. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Pour l'UDBN, la priorité de l'égalité en matière d'éducation est un principe non négociable. Ensuite, la question d'inclusion. Le « leave no one behind » sont les deux principes sur lesquels l'UDBN compte se fonder lorsque ses représentants seront à l'Assemblée nationale pour que toutes les familles du Bénin puissent envoyer leurs enfants à l'école. Et quand je parle d'inclusion, je parle des personnes handicapées, je parle également des enfants des familles pauvres, parce que le creuset entre l'accès pour les enfants des familles pauvres et pour les enfants des familles riches se creuse au quotidien. Merci. Dr Paul Atiou, représentant du parti Les Démocrates, vous avez la parole. D'accord. Merci. L'état des lieux du système éducatif au Bénin, c'est tout à fait catastrophique. Si nous prenons par exemple la loi d'orientation votée par l'Assemblée nationale le 17 octobre 2003, en son article 1er qui dit clairement « L'éducation en République du Bénin constitue et demeure la première priorité nationale ». La 8e législature, qu'est-ce qui a été fait? Au contraire, cette loi a été violée. Quand dans cette loi, on dit l'enseignant ne doit pas être évalué en dehors de sa classe. Qu'est-ce que nous avons constaté avec le régime de la rupture? Des enseignants, de plus de 25 000 enseignants reversés par le président Boniaï, on leur a imposé un test dit diagnostic. Et ça a permis à l'État de radier 305 enseignants formés sans que les députés de la 8e législature ne puissent interpeller le gouvernement. Ensuite, quand on prend, et on nous a parlé tout à l'heure que 52 155 enseignants AME. Aujourd'hui, les AME constituent les 90% des enseignants. Et ces 90%
des enseignants aujourd'hui sont clochardisés, avec de maigres salaires. Nous sommes aujourd'hui 27. Ces enseignants, les 52 155 enseignants, n'ont pas eu leur salaire pour fêter la Noël avec leurs enfants. Ce qui est tout à fait grave. Et on se demande s'ils auront leur salaire pour le nouvel an. Voilà comment on encourage le système éducatif. Et ensuite, quand nous prenons la loi d'orientation, en son article 51, je lis, il est clairement écrit, les établissements privés qui, conformément aux articles 49 et 50, ci-dessus, accueillent des apprenants excédentaires des établissements publics, reçoivent une subvention de l'État, ce qui n'a jamais été fait. Au contraire, quand on prend les établissements privés aujourd'hui, les universités privées, ils sont criblés de taxes qu'on leur prélève à la source. Donc, au lieu de subventionner, on leur impose des taxes. Ce qui fait que l'éducation au Bénin marche au rabais. Nous avons constaté aussi, mon ami qui est à ma droite a parlé donc de l'UNICEF. Quand vous prenez par exemple le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs, le Bénin occupe dans l'espace UEMOA la dernière place. La dernière place. Puisque aujourd'hui, depuis 2016 à nos jours, aucun amphithéâtre n'a été construit. Aucune salle de classe. Mieux, pour le programme du gouvernement, c'est la construction des prisons. Alors que Victor Hugo a dit, celui qui ouvre une salle de classe a fermé 20 portes et 100 portes de prison. Donc, l'éducation n'est pas la priorité du gouvernement actuel. Et ceci s'est passé avec la bénédiction des deux partis politiques, Bloc républicain et UPR, qui ont encouragé ceux qui n'ont jamais interpellé le gouvernement pour quoi que ce soit. Au contraire, ils ont encouragé le gouvernement dans sa descente aux enfers de l'éducation nationale. Pour crime, en mars 2020, un étudiant a été abattu sur le campus d'Abomey-Calavi, ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays depuis 1960. Il n'y a aucune enquête parlementaire. C'est pourquoi les démocrates, dans leur programme de la 9e législature, proposent la revalorisation de la fonction enseignante. Docteur Mohamed Akintola de la FCBE, c'est à votre tour. Merci beaucoup, mesdames les journalistes, chers téléspectateurs. D'abord, je vais commencer par paraphraser une citation qui dit que pour détruire un pays, on n'a pas besoin de bombes, ni d'armes atomiques ou chimiques. Il faut juste saboter son système éducatif. Permettre à ce que ce système éducatif-là soit gangréné, soit malade, ce ne sera qu'une question de temps. Le reste viendra naturellement. Et quand je dis le reste, je parle juste de la destruction à petit feu de cette nation-là. Les réformes dans le secteur de l'éducation. Pour apprécier la justesse d'une réforme, il faut juste regarder l'impact, l'efficacité, l'efficience, le résultat que donne l'implémentation de ce système-là. Quand je parle déjà des enseignants qui sont des acteurs primordiaux du système éducatif, avec le régime de la rupture, nous avons décidé d'abord de les avilir en leur accordant, pour la majorité d'entre eux, plus de 80% de ces enseignants-là, nous avons décidé de les appeler désormais des aspirants au métier de l'enseignement. Déjà qu'à la Force Corée.Bénin émergent, c'est un thème que nous trouvons inadéquat, non compatible avec la noblesse du métier d'enseignant. On a décidé de les former, les anciens vacataires, donc de les former pour les retenir, pardon, de les tester, j'allais dire, pour les retenir. On se demande jusqu'à aujourd'hui sur quelle base ces tests ont été faits. Parce que lorsque vous allez dans nos collèges d'enseignement généraux, des enseignants qui, à la base, ont étudié la langue anglaise à l'université, ont fait la didactique anglaise à l'université d'Abomey-Calavi, sont testés, sont recrutés sur cette base-là, et dans le déploiement, on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans le collège où ils sont pour faire l'anglais, et donc il faudra les balancer pour devenir professeurs de français. Des professeurs
d'EPS, d'éducation physique et sportive, qui se retrouvent des professeurs de sciences de la vie et de la terre. Faire des réformes sur papier, c'est bien. Mais si l'efficacité, si dans le fond, ce n'est juste que du folklore, où est-ce que nous menons le système éducatif béninois? Au-delà de ça, on les a testés, mais on a refusé de les former. Et on continue de les appeler aspirants parce qu'on estime qu'ils n'ont pas encore la qualité d'être des enseignants à temps plein ou des enseignants reconnus comme tels par l'État ou agents permanents de l'État ou agents tout ce que vous voulez. Mais c'est à eux qu'on a confié depuis des années l'éducation de nos enfants. C'est lorsqu'on aura fini, dans quelques années maintenant, de les former, qu'on va ramener tous ces enfants-là en arrière pour que eux les réforment parce qu'ils auraient été bien formés par l'État. C'est une question. C'est bien de brandir la question des cantines scolaires et puis le social et tout ça. Est-ce que cela, la fin, nous applaudissons cette réforme-là, d'accord? Mais lorsque nous mettons cette réforme dans le système éducatif à côté de beaucoup d'autres maux dont souffre le système, ça ne ressort même pas, on ne la voit même pas. Si, aujourd'hui, avec la cherté de la vie occasionnée par la gestion que nous avons, on donne un repas par jour à mon enfant à l'école, alors que cette cherté me prive même. De par le passé, je lui trouvais moi ce repas-là, au moins un repas par jour, peut-être que je ne lui trouvais pas le deuxième, et que vous me privez des 3 repas que je donne à mon enfant par jour, et que vous me dites que vous avez fait une réforme de cantine scolaire où on lui donne un repas par jour à l'école, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce qui a avancé? Je me pose également cette question. Les élèves universitaires à l'université d'Abomey-Calavi qui sont progressivement en train d'être privatisés par un régime ultra-capitaliste. Nous avons parlé d'œuvres universitaires et sociales. C'est ça la dénomination. Lorsque nous décidons à le faire, il faudrait ne pas laisser les bénéficiaires aux mains des acteurs commerciaux de ce secteur-là et les financer, les subventionner suffisamment. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Aken Atonde, vous représentez le parti Union progressiste Le Renouveau. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je voudrais faire cette observation que nous risquons de galvauder l'occasion en or que vous nous avez offerte, que nous offre la HAC, de pouvoir porter les idées que nous nourrissons, les ambitions que nous nourrissons pour le système éducatif béninois. Je dis que nous risquons de gaspiller cette occasion lorsque je vois dans les interventions que ce débat est en train d'être transformé en une tribune de syndicalistes qui, ma foi, jettent la pierre à tout vent, à tout le monde et sans condition. Il faut reconnaître que notre école fait son petit bonhomme de chemin. Et sous tous les régimes qui sont passés, l'école a toujours fait son petit bonhomme de chemin. Depuis 2016, il y a eu une accélération dans la recherche de la qualité du système éducatif de notre pays. Je ne peux pas rester là à dire que tout est rose, mais moi je suis ici pour vous dire ce que, en tant que député, je ferai, ce qu'en tant que parti siégeant au Parlement, nous ferons au niveau de l'Union progressiste pour apporter plus d'amélioration au système éducatif béninois. Notre système éducatif est fondé sur la base de la Constitution de 1990 et de la loi d'orientation de 2003. Cette année 2022, comme l'a dit madame à ma droite, nous avons voté la loi cadre sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'enseignement technique et la formation professionnelle est devenu la priorité de l'État pour que la formation, pour faire des formations au Bénin, des formations pour l'emploi, des formations qui permettent à l'apprenant de pouvoir se faire valoir, de contribuer au développement du pays. Et donc, je pense que rien que cette ambition mérite d'être saluée. Et nous allons veiller à pousser le gouvernement comme nous avons l'habitude de le faire. Nous, au niveau de l'Union progressiste, nous n'embouchons pas les trompettes pour travailler. Mais nous faisons pression, nous les députés, puisque je suis un député en fonction, nous avons toujours fait pression pour pousser le gouvernement dans le bon sens. Vous avez vu la question des cantines scolaires au niveau de primaire de la maternelle. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50% d'enfants qui sont nourris. Il y a un peu plus de 7 ans, ce n'était pas du tout le cas. Il faut au moins avoir l'honnêteté de saluer cette avancée. Et notre objectif au cours de la présente législature ou la prochaine législature, c'est de pousser le gouvernement à dépasser les 80% de taux en ce qui concerne la couverture. Oui,
Un enfant qui est nourri à l'école reste à l'école. Moi, en tant que président de la commission de l'éducation, j'ai fait le tour du territoire national avec les députés membres de la commission. Je sais que les enfants sont vraiment heureux de pouvoir bénéficier de ce programme. Nous allons revenir sur d'autres choses parce que je ne suis pas seul sur le plateau. Donc, je vous remercie pour l'occasion encore et je souhaite vraiment que cette occasion nous permette de porter des idées pour le futur et non de transformer le débat en une tribune de condamnation du gouvernement. Je vous remercie. Monsieur Elie Rodrigue Bellegou du MOEL Bénin, quel est l'état des lieux pour vous des différents tests de loi sur le système éducatif béninois? Merci Madame la journaliste. Une fois encore, je vous remercie de nous donner cette occasion pour nous exprimer nos idées sur ce que nous pouvons faire pour améliorer l'école béninoise. En effet, et pour ma part, nulle part tout est rose et nulle part tout va bien. Et j'irai un peu plus dans le sens de mon prédécesseur pour dire que profitons de l'instant que nous avons pour aller sur les idées, ce que nous pouvons apporter de nouveau pour renforcer tout ce qui se fait déjà. Et en termes de la santé, de la législation, en termes d'éducation au Bénin, tout n'est pas rose, il reste encore à faire, mais nous venons de loin. Nous venons de loin. Mais plus souvent, nous essayons de voir où est-ce que nous sommes tombés, en lieu et place de regarder là où nous avons trébuché. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire notre actualité, elle est prenante d'historicité. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc si nous voulons être honnêtes avec notre pays, nous devons alors faire un pas en arrière et voir ce que chaque gouvernement successif a effectué. Et aujourd'hui, par rapport à notre défi de société, aux défis de l'Afrique et à ceux de l'humanité, comment nous nous positionnons pour prendre soin de nous, participer à l'Afrique, pourquoi pas participer à l'humanité. Ceci étant dit, il y a des aspects que nous n'abandonnons surtout pas. Moi, c'est une occasion pour moi et je n'aimerais pas aborder tout ce qui est déjà abordé. Je souhaiterais apporter une petite touche parce qu'à MOEL Bénin, c'est notre ambition de réfléchir profondément aux mots, profondément, j'insiste, parce que des fois, nous sommes pressés des résultats et le Bénin aujourd'hui a besoin d'être construit dans une vision prospective. Et si nous cherchons des résultats aujourd'hui, nous nous fourvoyons. Nous avons besoin de faire des sacrifices, chacun de nous, d'être inclusif, de prendre toutes les bonnes idées, de quelque parti que ce soit, parce que notre nation n'a pas encore atteint une certaine maturité pour que nous ayons une certaine forme de débat qui nous éloigne de l'essentiel. La première chose que je demanderais, c'est ce sacrifice que je demande à nous tous d'avoir un peu d'amour, d'objectivité par rapport à d'où nous venons et surtout où nous voulons aller. Ceci étant dit, les ODD, vous les avez évoqués au début, ces dernières années, les ODD avec leur trilogie de QQE, ce que moi j'appelle QQE, c'est-à-dire quantité, l'éducation de masse pour tous, la qualité et l'égalité. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup fait sur la quantité. Et ce que le gouvernement actuel essaie de faire, c'est de travailler sur la qualité et l'égalité. Et nous y tenons à MOEL Bénin parce que nous parlons d'inclusion, vous savez. Et quand on parle d'inclusion, nous irons plus loin que les autres partis. Nous voulons inclure les enfants, pas seuls les enfants de pauvres, pas seuls les handicapés, mais tous nos enfants qui ont des troubles de développement, tous nos enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui sont des troubles que nous ne connaissons pas dans notre système éducatif et que des fois nous évoquons la sorcellerie. Nous voulons prendre en compte la question ontologique, c'est-à-dire, c'est un gros mot qui ne veut rien dire, c'est-à-dire la question de l'être. Qui sommes-nous en tant que Béninois? Qui sommes-nous? Et quel type de Béninois nous voulons pour la société que nous aimerons construire. Donc, où en sommes-nous par rapport à là où nous voulons aller? Cette question doit être posée. Et qu'est-ce qui nous a souvent empêchés d'y arriver? C'est la dimension informelle de l'éducation qu'elle a invoquée, Madame de l'UDBN, si je ne me trompe pas. Mais l'éducation informelle a sa responsabilité. Ici, nous allons débattre de la législation, de la responsabilité du gouvernement, mais à chacun de nous, en tant que citoyens, nous avons une grande responsabilité dans cette éducation informelle. Et cette éducation informelle, ces lieux sont partout.
ici, dans un lieu de débat, dans l'atelier, dans les couples, dans les familles, dans la rue, où nous montrons notre impatience, notre agressivité. Tout ça fait partie de l'éducation. Et chacun de nous, citoyens, chaque matin, doit se poser la question, avant de regarder le gouvernement, comment j'ai participé aujourd'hui à l'éducation de mon pays. Donc ce sont ces questions que nous aimerions aborder. Et non, la question de législation. La législation va très bien. Mais vous savez, quand il y a une législation, il faut que ce soit des hommes et des femmes qui les mettent en œuvre. Et souvent, ces hommes et femmes, si on en a manqué jusqu'ici, c'est que c'est notre éducation qui ne les a pas donné les outils. Vous avez évoqué la question syndicale, effectivement. Est-ce que, pour laisser un droit de syndicalisme, il faut que la notion de syndicalisme arrive à une certaine maturité dans le pays. Mais si le syndicalisme doit servir à des intérêts personnels, si le syndicalisme doit servir à des intérêts politiques et non à l'intérêt de la coopération et du système au complet, alors on conçoit que nous pouvons en parler et mettre... Donc il faut être objectif. Pourquoi on a sectionné un droit? Il ne faut pas dire juste qu'on a coupé un droit. Pourquoi on l'a fait? Ce serait intéressant aussi d'en parler. Je vous remercie, je vais m'en arrêter là pour le moment. On va passer à la question suivante. Vous allez nous dire quelle est l'offre législative que proposent vos formations politiques sur ces deux aspects que je vais évoquer. Le premier, c'est la gratuité des enseignements maternels et primaires. Et le deuxième, la scolarisation, mais aussi le maintien des apprenants dans le système scolaire le plus longtemps possible, notamment les filles. On va commencer par la représentante du parti Bloc républicain, Dr Christine Ncha. Vous avez la parole. Merci, madame. Avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur quelques points évoqués tout à l'heure par mes collègues. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il n'y a eu aucune école construite depuis 2016 jusqu'à ce jour. J'ai entendu dire que les AME n'ont pas de salaire. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas eu de la valorisation de la fonction enseignante. J'ai entendu beaucoup de choses et comme l'a dit l'honorable et le représentant de Moël Bénin, on ne peut pas dire que tout est rose. On ne peut pas dire que tout est rose. Tant qu'il reste à faire, il y aura toujours des préoccupations. Il y aura toujours des gens qui vont dire que ce n'est pas bon. On prend ça comme ça. Mais j'aimerais dire ici qu'il y a eu, par exemple, la construction de 7034 salles de classe, dont 6000 au primaire et 1034 au secondaire. Il y a eu le développement des cantines scolaires et le renforcement des politiques nationales d'alimentation scolaire. Et il y a eu 39 096 écoles primaires publiques qui sont réparties dans tout le pays, qui ont été impactées. Donc tout ce que nous avons cité tout à l'heure, ces réformes-là ont eu des effets positifs sur l'ensemble du système éducatif. Il y a eu la réhabilitation de la construction de 4 lycées de référence à Pondéou, à Lokossa et j'en passe. Il y a eu la création d'une école des métiers du numérique à Cotonou. Il y a eu également la construction des équipements modernes pour plus de 7000 places assises dans les 4 universités publiques. Il y a eu la réalisation d'un vaste programme d'interconnectivité des universités publiques. L'opéralisation du premier campus de Semé City One, avec des programmes de formation de pointe grâce au partenariat noué avec de grandes écoles internationales. Il y a eu également le démarrage du parc d'innovation de Semé City, donnant accès à des outils de conception et de fabrication numérique pour favoriser de nouvelles pratiques d'innovation et de production. Tout à l'heure, je vais revenir sur tout ce qui a été mis en place. Tout ce que nous citons là, de 2016 à 2021, ce quinquennat a permis au régime en place de poser un diagnostic profond sur le système éducatif. Et suite à ce diagnostic-là, il y a eu des perspectives et dans ces perspectives, il y a certains qui sont déjà amorcés. Donc pour revenir à votre question, vous avez parlé de la gratuité de l'école, du maintien des filles à l'école, par exemple. La gratuité de l'école est effective et nous souhaitons, nous, au niveau du Bloc républicain, où nous plaçons l'éducation au cœur de nos préoccupations, nous souhaitons que cette gratuité s'élargisse
au niveau du secondaire à toutes les filles. Et au niveau du primaire, par exemple, vous allez remarquer qu'avec le programme de la cantine scolaire, il y a eu le taux de participation des filles à l'école qui est élevé aujourd'hui. Les examens également ont connu d'amélioration. Donc, nous ne pouvons pas dire que tout est mauvais, mais il y a eu des avancées que nous devons encourager et soutenir. Et c'est ce que nous faisons au sein du Bloc républicain. Merci. MPL représenté par M. Tidjo, que proposez-vous en matière d'offres législatives pour la scolarisation et le maintien des apprenants, notamment les filles, dans le système éducatif? Avant d'aller aux propositions du Mouvement populaire de libération, je voudrais qu'on clarifie quelque chose. Nous n'avons pas une autre opportunité de dire la vérité à ce régime dictatorial qui nous gouverne. Nous n'allons pas laisser le régime Talon faire 10 ans de réforme. Nous parlons de l'école d'hier. L'école qui a fait les Djogbenou, les maître Joseph Djogbenou, qui a fait beaucoup de cadres. L'école, dans l'état d'aujourd'hui, peut faire combien de Djogbenou demain? L'école telle que gérée, on nous dit, ce régime a fait 5 ans de réforme. Ce régime fait encore un autre quinquennat. Et on nous dit de se taire pour que tout aille comme ça, que tout le monde regarde dans le même sens et que bon, le pays va bien. Pour nous, ce n'est pas bon. Et au sein du MPL, nous sommes allés faire notre petite enquête sur les cantines scolaires. Mais allez-y voir, que consomment nos enfants? Dans quelles conditions les repas là sont préparés? Qui prépare? Et pourtant, c'est une ONG, sinon 2, qui finance aussi. Combien l'État met dedans? On est allé voir, je dis, des repas qui manquent d'hygiène, préparés avec des bois de feu, et en plein air, avec des femmes, excusez-moi, peu propres. Et on nous dit qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande, que c'est une sorte de légumineuse qu'on met à la place de viande. Et ces dames sont payées par semaine, je crois, à 5 000 francs ou bien 2 000 francs. Et le MPL a payé quelques mois de prestations pour ces femmes. Donc, si vous voulez dire sur ce plateau que les cantines scolaires sont une prouesse et que le peuple béninois doit applaudir, moi je vous dis, ne mentez pas à notre peuple, ne mentez pas aux Béninois. C'est en phase pilote, je crois. Ça n'a pas couvert tout le Bénin. C'est en cours. Donc, n'allons pas à une évaluation. Tant que c'est en phase d'essai, n'allons pas à une évaluation. Il y a des écoles qui n'en bénéficient pas. Nous voudrions, une fois au Parlement, œuvrer au vote d'une loi pour l'amélioration des conditions des enseignants, notamment l'histoire d'Aspirana. Il y a des choses à revoir là. Nous ne sommes pas contre, au MPL, nous ne sommes pas contre que le pouvoir en place ait voulu jauger le niveau des enseignants ou bien participer à leur efficacité, à leur dynamisme et autres, pour qu'ils délivrent un enseignement de qualité aux apprenants. Mais dans ça, l'État fait beaucoup de victimes. Beaucoup. On peut quantifier. On voudrait, au sein du MPL, que l'enseignement soit gratifié pour tout le monde, tous les enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, que ça soit gratifié de la maternelle en classe de 3e. Et suivre, toujours en nous référant à la Constitution, que l'État veille à ce que l'enseignement soit obligatoire à tous ces enfants qui ont l'âge de fréquenter ou bien de se faire scolariser. Aussi, il faut favoriser une mesure d'incitation à l'excellence à travers l'allocation annuelle systématique à tous les bacheliers. Ceci permettra d'alléger les charges aux parents et là, on pourra parler de hautement social. Nous voudrions aussi, au sein du MPL, œuvrer au vote d'une loi pour la réduction considérable des frais de scolarité, surtout à l'université. Cette initiative participera à l'accroissement du taux
de scolarisation et de réussite, mais également contribuera à l'amélioration des qualités des travaux de recherche. Merci. Docteur Valérie Dossou, représentante du parti UDBN, c'est le moment d'exposer l'offre législative de votre formation politique sur la scolarisation et le maintien des apprenants dans le système scolaire, notamment les filles. Oui, à l'UDBN, nos principes ne changent pas. Ce sont l'égalité et l'inclusion. Et quand je prends l'école maternelle et primaire, à ce niveau déjà, il y a un gap d'accès pour la petite enfance. Quand vous allez dans les pays développés, vous vous rendez compte que la petite enfance est chouchoutée parce que c'est le niveau où on éveille la conscience, c'est le niveau où on développe l'intelligence de l'enfant. Par quelle alchimie, en Afrique, on nous a souvent privés des soins à donner à cette petite enfance, de sorte qu'au Bénin, c'est les familles les mieux loties qui envoient leurs enfants dans les écoles maternelles. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'école maternelle appartenant à l'État, mais quand on va en zone rurale et plus on s'éloigne des centres urbains, moins on retrouve ces écoles maternelles. En lien avec l'égalité que nous promouvons, c'est de dire que l'État doit investir davantage dans l'école maternelle. Parce que si l'État investit dans l'école maternelle, ça va libérer les mères. Ça va permettre aux mères de s'adonner à leur activité génératrice de revenus et ça va mieux préparer nos enfants au niveau primaire. C'est vrai déjà qu'il y a une gratuité de l'école depuis le gouvernement avant celui-ci, mais il faut reconnaître que le gouvernement avant celui-ci a laissé trop de problèmes à notre système éducatif. La massification de l'école telle que ça s'est fait de façon conjoncturelle et non structurelle nous a créé plus de problèmes. Et c'est pour ça que nous, à l'UDBN, on peut comprendre toutes les difficultés que ce gouvernement-là a à restructurer ce secteur. Mais puisque nous allons à l'Assemblée, puisque nous sommes mus par la volonté d'améliorer les choses, nous pensons que ce gouvernement ne doit pas s'arrêter. Quand nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour qu'il y ait un texte de loi qui soit voté au profit de l'école maternelle. En ce qui concerne la rétention à l'école, ça, c'est la question de l'inclusion également qui se pose. On reste à l'école parce qu'on peut y aller, parce que les parents peuvent payer tout ce qu'il faut pour l'école, parce qu'on n'y sort pas pour être marié de force, parce qu'on n'y sort pas pour paître le bétail, parce qu'on n'y sort pas parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'y sort pas parce qu'on n'a pas d'offre de formation qualifiée par un métier qui est vendable tout de suite. À l'UDBN, nous voudrions, une fois que nous serons à l'Assemblée nationale, travailler à ce que le gouvernement continue ses efforts en matière de rétention des enfants à l'école. Quand on prend le niveau secondaire et le niveau universitaire, on a comme un décrescendo du nombre des filles et des gars, du nombre de filles au niveau secondaire. Et quand on vient au niveau universitaire, c'est le comble. Si le Bénin veut devenir un pays révélé au monde, il est important qu'au-delà de dire que nous sommes dans un pays où l'égalité est réelle, il faut que la législation puisse également soutenir tous les efforts de développement. Et l'UDBN continuera par faire la promotion de ces deux principes, égalité et inclusion, pour une éducation de qualité au Bénin. Docteur Paul Atiou du Parti Les Démocrates, sur la même question, je rappelle déjà que vous avez puisé 4 minutes 20 de votre temps de parole. D'accord. Merci. Et je voudrais quand même rectifier sur ce plateau que tous les partis qui sont ici sont indépendants. Nous ne dépendons pas des députés de l'Assemblée monocolore. Aujourd'hui, le système éducatif a évolué et on ne parle plus de syndicats, mais on parle plutôt de partenaires sociaux. D'accord? Et c'est en cela que nous avons
amené les députés de la 4e législature à voter la loi d'orientation. Et je l'ai ici, tout ce que j'ai dit, c'est les tests. C'est les tests, c'est les lois de la République. Et nous sommes habitués à un régime de contre-vérité. Rectifier que la Noël 24-25, j'ai dit que les AME n'ont pas leur salaire. Et là, c'est vérifiable. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas leur salaire pour fêter la Noël. Là, c'est vérifié. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Allez sur Google, tapez les 100 meilleures universités de l'Afrique. Vous ne trouverez pas le Bénin. Vous ne trouverez pas l'université d'Abomey-Calavi. Et ce qui arrive parce que les efforts consentis par les gouvernements précédents ont été dévalorisés par le régime actuel. En quoi faisant? Nous avons, quand vous prenez toutes les universités de l'espace moi et de l'Afrique, il y a la démocratie, l'élection des responsables à divers niveaux. Quand nous prenons l'élection des recteurs et consorts, mais ce régime est venu mettre fin à l'élection des recteurs, des doyens, des directeurs d'école pour faire le clientélisme. Et pour cela, les députés n'ont pas pipé mot. Donc, au cœur des démocrates, nous avons la revalorisation de la fonction enseignante, la démocratisation de l'enseignement pour permettre à l'enseignant de vivre mieux. On nous parle de la loi cadre sur l'enseignement technique. Rappelons-nous qu'en 2016, la première des choses qu'aucun régime n'a jamais fait dans ce pays, c'est de fermer les universités créées par le président Dr Boni Yayi. Des universités ont été fermées, des lycées techniques ont été fermés, ce qu'on n'a jamais vu dans un pays. Donc nous devons quand même œuvrer pour mettre les acteurs du système éducatif dans de très très bonnes conditions. Je suis enseignant. Combien d'enseignants ont été recrutés à l'université depuis 2016? Aujourd'hui, nous assistons à la fuite des cerveaux. Au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, donc pour être docteur, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des docteurs. D'accord, donc de 251 000, on est allé à 651 000. Et ces docteurs, aujourd'hui, bon nombre de jeunes sont recrutés dans les universités et au Niger, au Burkina Faso et consorts. Alors que le Bénin était le quartier latin d'Afrique. C'est nous qui donnons, c'est nous qui formons, c'est nous qui avons formé des enseignants en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon et consorts. Donc les meilleurs enseignants se trouvaient au Bénin. Mais aujourd'hui, on nous a parlé. Qu'est-ce que nous avons vécu? Quelqu'un a parlé ici tout à l'heure du professeur Diogbe. Nous avons le professeur de droit constitutionnel de renommée internationale, Joël Aïvo, qui croupit aujourd'hui en prison sans que les députés ne réagissent. Et nous avons, à l'heure où nous parlons, plus d'une centaine d'élèves et d'étudiants qui croupissent en prison sans que quelque chose ne soit fait pour que ceux-là retrouvent leur liberté. On veut nous parler de quoi? On parle de la gratuité. La gratuité a commencé par le président d'honneur du Parti Les Démocrates, le docteur Thomas Boni Yayi, et de façon progressive. Ainsi, de 2014, 2015, 2016, l'exonération de la contribution des filles de la 6e en 3e et de la seconde en terminale, ça a commencé en 2014. Mais quand le régime actuel est arrivé, ils ont mis fin à cela. Et donc de la seconde en terminale, les filles qui n'avaient pas l'habitude de payer la contribution sous le régime de Yayi, on les a amenés à payer la contribution. C'est à l'approche maintenant des élections qu'on a dit que bon, et nous allons commencer par ainsi de suite. Voilà l'État, quand on parle de gratuité, ce que l'État en fait. Nous sommes pour le système éducatif, l'amélioration du système éducatif, parce que quand vous prenez par exemple, Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus efficace qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Tant que le système éducatif se porte mal, notre pays ne va jamais se développer. Et c'est ce à quoi donc, les démocrates s'attellent et feront à la 9e législature pour que notre pays puisse retourner à sa valeur de quartier latin d'Afrique. Docteur Mohamed Akintola de la FCBE, vous avez la parole. Merci beaucoup. La gratuité de l'éducation à la maternelle et au primaire, oui.
le programme de législature de la Force Cori pour un Bénin émergent est d'accord, valide cela et va au-delà. Le représentant du parti LD l'a dit tout à l'heure, une mauvaise décision. Si vous voulez garder les filles à l'école, il faudrait qu'elles aient la facilité d'aller à l'école. Supprimer cette gratuité-là, cette exonération-là que nos filles du second cycle avaient sous le régime précédent, pour des raisons ou pour d'autres, n'est pas de nature à faciliter cela. Et dans le programme de législature des parlementaires FCBE de la 9e législature, d'ici quelques semaines, cela est également prévu. Travailler à restaurer cela afin qu'on puisse atteindre cette affaire d'égalité, de la promotion de l'éducation et de l'enseignement des filles. Lorsque vous encouragez le gap entre la qualité de l'enseignement dans le public et celui dans le privé, et que la majorité de la population n'a pas les moyens de se payer cette éducation de qualité-là dans le privé, acceptez naturellement qu'on n'ait pas beaucoup d'enfants qui restent à l'école. Au-delà de cela, pour maintenir les filles à l'école, hormis la question de l'exonération, nous encourageons le gouvernement, et c'est ce que nos députés feront très bientôt, à défaut directement d'intervenir à travers des programmes de motivation, d'encouragement et de maintien des filles à l'école, de bien vouloir mettre sur pied des fonds qui vont aider les structures non gouvernementales qui le font déjà à travers des programmes de contact avec ces filles-là qui sont déjà à l'école, les soutenir, les motiver, parce que tout se trouve là, quels que soient les moyens que vous mettez, lorsqu'il n'y a pas de la motivation, lorsqu'on ne trouve pas un intérêt, il est difficile d'y rester. Vous avez beau mettre tous les moyens dedans pour les jolies salles de classe ou la cantine scolaire 24 heures sur 24, les gens ne resteront pas. C'est déjà cela. Il faut pouvoir éduquer nos filles, nos sœurs, au bien qui se trouve dans le fait d'aller à l'école. Ce qui est très difficile lorsque, comme le paraphrase, où on l'attribue d'ailleurs au feu président Mugabe, qui dit comment vous voulez qu'on demande à nos jeunes d'aller à l'école si ceux qui sont allés à l'école et sont instruits sont des chômeurs et que les bandits ou ceux-ci sont les plus riches. Les filles doivent pouvoir, ou pas seulement les filles, hein, même les garçons qui sont déscolarisés à partir d'un certain moment, doivent s'assurer ou doivent être rassurés du fait que lorsque je finis, l'éducation que j'ai reçue est une éducation vendable sur le marché. Donc les programmes d'enseignement que nous avons depuis le primaire, ce n'est pas une question de lycée technique, j'ai dit depuis le primaire. Parce que les enfants, leur esprit est modelé et l'amour qu'ils développent pour tel ou tel corps de métier, c'est depuis cet endroit-là. Dans les pays occidentaux, les notions de droit sont déjà enseignées là-bas. On cultive l'amour de l'enfant pour le domaine des BTP et ainsi de suite. Il faudrait revoir cela et donc l'enfant va se forger son propre rêve. Et contre vents et marées, va se sacrifier pour poursuivre ce rêve-là. Donc, le programme d'enseignement axé sur l'emploi, c'est très important pour dans le programme de législature de la FCBE. Et lorsque celui de LD disait tout à l'heure, nous assistons à une fuite de cerveau, c'est oui, c'est vrai. Lorsque certains ont choisi le chemin du sacerdoce de l'académique de l'enseignement, il faudrait pouvoir leur donner la chance de s'épanouir dans ce milieu-là. Sinon, vous avez beau les former, ils ne serviront pas leur nation. Je vous remercie. UP Le Renouveau, votre programme de législature en matière de promotion de la scolarisation et de maintien des apprenants dans le système éducatif. Monsieur Natandé. Merci bien. Je voudrais d'abord dire que la Constitution du Bénin a consacré l'obligation de l'enseignement de base pour tous les citoyens. Il nous appartient maintenant de savoir quelle est la limite de cette éducation de base. Quel est le niveau auquel cette éducation de base doit arriver. Avant, quand on parlait d'éducation de base, on faisait surtout allusion à l'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous œuvrons à ce que l'éducation de base aille jusqu'à la fin du collège. Parce que vous avez vu, nos enfants aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. Ils arrivent au baccalauréat déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans, au plus 18 ans, c'est les plus âgés. Et donc, si nous faisons la promotion de l'éducation de base, cela va contribuer au maintien des enfants à l'école, surtout que cette éducation de base est obligatoire à tous les citoyens. Cela va permettre d'éviter de retrouver dans des ateliers des enfants qui sont en bas âge.
c'est sûr. Pour y arriver, il faut revaloriser la fonction enseignante. Et je crois que ce qui est en cours, même si ce n'est pas parfait, contribue à la revalorisation de cette fonction enseignante. Mon ami Atiou a bien dit que c'est le salaire de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 27, il faut le préciser. Et c'est le salaire de décembre qui n'est pas encore payé. Eh bien, il y a tout. Il peut arriver que cela soit payé, lui-même il le sait. Et donc, ces salaires-là seront payés forcément aux AME. Nous parlons bien des AME. Mais par le passé, on a déjà vu des vacataires cumuler plusieurs mois d'honoraires non payés. Et donc, il faut reconnaître que ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même une amélioration, c'est une avancée. Il a parlé des universités qui ont été fermées. Le gouvernement de la rupture a choisi la voie de la raison, a choisi la voie de faire les choses dans les règles de l'art et non de manière populiste. Sinon, tel que cela avait commencé, tous les villages du Bénin auraient déjà leur université, mais ce seraient des universités sans enseignants. Et donc, nous, au niveau de l'Union progressiste de renouveau, nous restons dans la démarche de la qualité. Parce qu'il ne sert à rien de faire de la massification sans que cela ne soit accompagné des conditions nécessaires, des infrastructures, comme cela se doit. Madame du Bloc républicain a donné tout à l'heure les nombres de classes qui ont été construites depuis 2016. Et pourtant, nos amis de la Flamme ont dit qu'aucune salle de classe n'a été construite depuis 2016. Est-ce que nous sommes ici pour mentir au peuple ou bien nous sommes ici pour reconnaître ce qui est fait et dire ce que nous voulons faire de plus? Mesdames les journalistes, je vais m'en arrêter là, mais je souhaite que la Flamme ne devienne pas un incendie pour ce pays. Je vous remercie. Elie Rodrigue Belogun, du parti Moël Bénin, vos propositions en matière d'offres législatives sur la scolarisation et le maintien des enfants dans le système éducatif. Merci Madame la journaliste. Et en ce qui nous concerne, nous aimerions développer aussi un peu plus loin certaines notions quand nous parlons d'inclusion chez nous à Moël. Et quand nous serons à l'Assemblée, nous défendrons des idées d'inclusion qui vont aller dans le sens d'élargir un peu plus la petite enfance. La petite enfance ne commence pas par la maternelle. C'est faux. La petite enfance commence un peu plus tôt, très tôt même. Et on peut même aller au-delà, parce que la société que nous avons aujourd'hui, il faut savoir à quel niveau elle est. La petite enfance, on va inclure des formations pour les parents. Il faut outiller les parents. Donc pour nous, on va aborder des propositions de loi qui vont intéresser les parents, mais de façon générale, ce que nous voulons faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, de façon générale, ce que nous aimerions faire, c'est d'accompagner, de continuer à accompagner le gouvernement à maintenir l'éducation pour tous. Parce que c'est avec les défis de la démographie en Afrique prochainement, on ne pourra pas s'empêcher de cette organisation, mais il faudrait qu'elle soit structurelle. Deuxièmement, nous allons continuer à accompagner le gouvernement sur la qualité et l'égalité. Comment pouvons-nous faire des lois qui vont apporter des éducateurs et éducatrices spécialisés qui peuvent aider les enseignants en classe à l'école pour les difficultés qui ne sont pas encore prises en charge par le programme initial des enseignants. Nous voulons aider le gouvernement à prendre des lois qui vont nous amener à réviser périodiquement nos curricula, que ce soit les curricula pour la formation initiale des enseignants et même les curricula de contenu des apprenants à l'école. C'est une dynamique qu'il faut maintenir pour pouvoir renouveler chaque fois la vision de société que nous avons par rapport à là où nous voulons aller. C'est très important. Il ne faut pas oublier qu'un programme, un curricula, celui des apprenants et celui des enseignants est itératif et s'adapte à son contexte. Nous voulons de manière générale aussi travailler dans la diététique et la nutrition de nos enfants. On en a abordé. Nos enfants mangent mal à l'école. Nos femmes sont mal outillées. Le Bénin a signé des lois sur la politique de la petite enfance et de l'alimentation à l'école. Nous voulons amener les députés à prendre conscience de cette loi et de développer des lois qui protègent nos enfants en termes de la nutrition, qui est important pour un cerveau en développement. Nous voulons travailler avec les députés, aller voir comment nous pouvons adapter. On parle souvent des ODD, comment nous pouvons les contextualiser à nos objectifs de développement de société. Nous voulons amener la vision des enseignants-chercheurs. Nous avons beaucoup de docteurs au Bénin, mais il y a très peu de recherches sur notre système éducatif, sur ces débats. Nous voulons aussi intervenir parce qu'on pense souvent au Bénin que quand c'est la quantité de l'école qui fait la qualité, nous voulons travailler aussi sur le temps
que nos enfants passent à l'école, parce qu'il y a certaines... Vous parlez tout à l'heure de l'Occident, mais l'Occident s'occupe des disciplines à l'école, petite enfance à l'école, mais l'après-midi, les Occidentaux ont du temps, à partir de 14 heures, pour aller faire du théâtre, de la musique, des jeux, plein d'autres choses, plein d'autres activités qui développent d'autres pans de leur éducation. Donc, ce sont tous ces aspects que nous voulons apporter en termes d'organisation, depuis la petite enfance, en prenant en charge les parents, jusqu'à l'université où nous voulons travailler sur des enseignants-chercheurs qui puissent nourrir la dynamique de renouvellement de nos outils pédagogiques et accompagner nos enseignants. Donc, de manière globale, c'est ce que je pourrais vous dire. On ne pourra pas étaler tout notre plan ici. Nous allons poursuivre ce débat avec une autre question, cette fois-ci à l'échelon supérieur. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, dans l'enseignement supérieur, le mode de désignation des recteurs, vice-recteurs, douaniens et vice-douaniens des universités publiques a connu des réformes. L'expérience de l'élection a fait place en 2021 à la nomination. Voici donc la question sur cet aspect précis que proposent vos partis politiques respectifs en matière de législation. Docteur Christine Tcha, vous avez la parole. Le Bloc républicain qui a épuisé déjà 5 minutes 16 secondes. Merci, Madame la journaliste. Avant de revenir sur la question, j'aimerais dire et préciser ici que au sein du BR, au sein du Bloc républicain, nous avons comme idéologie la promotion de la femme qui est l'actrice principale, qui est au cœur de l'éducation. Et pour preuve, pour ces élections, les femmes sont positionnées au niveau de la 15e, de la 16e, de la 18e, de la 19e comme titulaires des postes. Et donc, ces femmes, comme on le disait tout à l'heure ici, elles seront dans l'ensemble outillées pour défendre toutes les lois concernant l'éducation, concernant les femmes. Et cela pourra permettre à ce que, au sein de nos populations, les enfants soient mieux éduqués pour pouvoir eux-mêmes avoir des modèles à l'Assemblée ils pourront également suivre ces modèles-là pour devenir des cerveaux, comme on est en train de le dire ici. Et en ce qui concerne le Bloc républicain, la nouvelle vision plutôt en matière de l'éducation, c'est la promotion de l'enseignement professionnel et technique pour que l'école béninoise forme désormais une main-d'œuvre qualifiée. C'est toujours dans ce même ordre que, à l'université, il y a eu des réformes pour structurer un peu le désordre qui était installé à l'université. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de... on a nommé les doyens, on a nommé les responsables. On les a nommés pour une bonne cause parce que auparavant ils étaient élus, mais on a constaté que dans ce système-là, les choses ne se passaient pas tel que ça devait se faire. Et c'est pour ça que l'État, le gouvernement a pris ses responsabilités en aidant les enseignants à mieux s'organiser. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, je disais que au Bloc républicain, nous allons œuvrer, quand nous serons au Parlement, à la valorisation des fonctions enseignantes. Nous allons œuvrer également à la promotion des filles, à l'éducation des filles. Donc, je vais m'en arrêter là. Merci. Anissé Tidjo du Parti Mouvement Populaire de Libération, le choix des responsables des universités publiques, quelle est l'offre législative de votre formation politique sur le sujet? Okay, merci beaucoup. Nous avons remarqué seulement que le pouvoir en place a voulu manifester sa force dictatoriale à l'université également. Le désordre d'hier, l'université d'hier avec tout son désordre, c'est ça qui a fait les cadres. Plusieurs sont encore là. Et aujourd'hui, le choix des responsables est tout sauf démocratique. Nous suggérons qu'on remette en place l'ancien système. Qu'on permette à l'enseignant d'être à l'aise lorsqu'il travaille, lorsqu'il est, en tant qu'universitaire, lorsqu'il dispense ses cours, en tant que responsable au niveau de l'administration ou à un niveau, qu'il soit à l'aise aussi, qu'il ne soit pas sur la crainte éternelle,
parce qu'il y a un régime là qui surveille tout et qui veut réprimer la personne qui ne regarde pas dans son sens. Donc c'est un peu difficile de voir des choses se passer de la sorte. On ne laisse pas... Nous ne sommes pas démocratie. Donc, au MPL, nous voudrions seulement que l'État ne s'ingère pas dans le choix des responsables au niveau des universités publiques. Merci. Docteur Valérie Dossou. Merci, Madame Angèle. Je souhaite revenir sur 2 petits points. En ce qui concerne l'éducation, le financement de l'éducation relève de l'État, des parents et des entreprises. Et lorsque, en tant que parti UDBN, nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons travailler à ce que les entreprises soient des parties prenantes de ce financement. Parce que le gap est là. Il faut trouver de l'argent pour construire les écoles. Il faut trouver de l'argent pour mettre en œuvre des programmes sociaux qui maintiennent les filles et les autres personnes qui sont encore en dehors de l'école. Il y a également la possibilité pour le Bénin de maintenant là, légiférer sur l'éducation non formelle. À l'UDBN, nous pensons que le Bénin porte trop de gants pour faire cette ouverture. Pourquoi? Il y a des estimations qui montrent que d'ici 100 ans, nous aurons encore des enfants en marge de l'école. Nous aurons des enfants qui vont sortir du système. Comment nous les récupérons après? Pourquoi les laisser gonfler le lot de personnes sans instruction, sans connaissance, sans métier? À l'UDBN, nous allons interpeller le gouvernement sur cette question qui reste primordiale. Il y a quelques programmes financés par des bailleurs extérieurs et je sais que le gouvernement également est en train de faire une expérience dans un département, mais il est temps, pendant cette législature, à l'UDBN, nous allons travailler à ce qu'il y ait une loi qui permette vraiment d'encadrer la formation non formelle, au-delà des initiatives qui sont déjà prises. Je reviens maintenant au mode de désignation des responsables à l'université. C'est vrai, toute réforme crée des douleurs et nous avons pu observer à l'UDBN que les enseignants des universités n'étaient pas très contents de cette réforme-là. Nous les comprenons parce que l'université est longtemps restée un lieu de manifestation et d'apprentissage de la démocratie. Mais nous comprenons également que nous étions arrivés à une étape de notre histoire en ce qui concerne les universités et qu'il fallait faire un choix. Maintenant, il y a un choix qui a été fait, il y a un choix qui a été expérimenté, on a la possibilité de l'évaluer et quand nous serons à l'Assemblée nationale, nous allons plaider à nouveau pour que la désignation ou les responsables de nos universités soient à nouveau des responsables élus parce que maintenant nous avons fait une expérience, nous pouvons la comparer. Les professeurs d'université, ils savent ce qu'ils ont pu retirer et prochainement peut-être que ça va s'améliorer parce que les universitaires aiment bien la démocratie. Docteur Paul Atiou, du Parti Les Démocrates. Merci. Je pense que dans ce débat de gens, là, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, quand l'honorable Ake dit que Atiou a menti, on ne dit pas menti, mais on dit plutôt contre vérité. C'est ça la courtoisie. Et c'est ça que nous développons au sein de notre parti, les démocrates. Et quand je dis ce que nous disons est visible, aller à l'université d'Abomey-Calavi, aucun amphi, aller dans toutes les écoles atlantiques littorales. Où est-ce que vous avez construit les écoles? Nous aimerions voir cela. Puisque bon, nous avons vu le 8 décembre à l'Assemblée nationale, on a dit publiquement que le taux d'inflation est de 2%. Les bonnes dames ont failli tomber. En syncope. Alors qu'on sait que ce que nous achetons avant à 500 francs, aujourd'hui c'est 1200. Où est-ce que vous avez fait ce calcul-là? Et quand tu parles, donc ça veut dire que les 50% dont vous parlez là, c'est à vérifier. Normalement, c'est l'Assemblée nationale qui doit faire
qui va faire ce travail-là, enquête parlementaire, pour voir si c'est vrai, ce que vous n'avez jamais fait pendant votre législature. Ensuite, quand nous parlons, je pense qu'il faut mesurer les thèmes. Le désordre, quel désordre? Quel désordre? Et nous ne figurons pas parmi les 100 universités du Bénin. Et parmi les 100 meilleures universités... Votre temps de parole s'est épuisé, malheureusement. Alors, le prochain à avoir la parole, c'est la FCBE, Dr Mohamed Akintola. Merci beaucoup. À l'université, les recteurs, les responsables doivent être élus par leurs pairs. Ce ne sont pas, même à l'enseignement secondaire, on demande aux camarades d'élire leurs propres responsables. Nous sommes dans une démocratie. Ce ne sont pas des enfants à qui il faut désigner le meilleur qui va les diriger. Lorsque c'est ainsi, celui qui a la tête est redevable à l'endroit de celui qui l'a mis là. C'est biaisé en fait. Les universités sont par excellence le centre d'apprentissage de l'exercice démocratique. Les députés FCBE travailleront à rétablir les universitaires dans leurs droits en ce qui concerne leur droit à désigner parmi leurs pairs qui est le mieux habilité à les diriger. Merci. À quel attendez du parti Union progressiste Le Renouveau sur le choix des responsables des universités publiques? Merci bien. Nous sommes là pour dire la vérité au peuple. Et je pense que le Bénin, pendant un temps, a expérimenté l'élection des recteurs. Et les Béninois ou les hommes politiques béninois en sont arrivés, selon ce que j'ai compris, à être tellement habitués à ce système qu'ils se disent qu'il n'y a pas autre chose ailleurs. Ce n'est pas vrai. Les meilleures universités au monde, les meilleures grandes écoles, allez en France, les dirigeants sont choisis sur la base d'appels à candidature. Ce n'est pas une élection, parce que l'élection contribue souvent à la politisation de l'administration universitaire. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un recteur élu par ses pairs est obligé de créer des clans dans une université. Moi, je pense qu'au niveau de l'Union progressiste, nous sommes preneurs de l'expérimentation de ce qui est en cours, des réformes en cours, pour permettre vraiment à l'administration universitaire de retrouver ses lettres de noblesse. Ces recteurs ont été, ces dirigeants en général, ont été recrutés sur la base de programmes, de dossiers qu'ils ont soumis. Ces dossiers ont été évalués par des experts avant leur choix. Et donc nous allons voir dans quelques années ce que cela donne, afin de voir s'il y a encore des améliorations à faire. Mais je pense que tout ce que nous avons expérimenté jusque-là, cette formule me semble être la plus juste. Oui, on élit les responsables, les délégués de classe dans les collèges, mais on ne lit pas les directeurs d'école, on ne lit pas les directeurs de CEG. Ce n'est pas les maîtres ou les professeurs qui se réunissent pour élire les dirigeants des CEG ou de nos écoles primaires. Si on exige que les dirigeants des universités soient forcément élus par leur pairs, nous en arriverons un jour à ce que ce soit les encadreurs de l'école maternelle qui se regroupent pour élire la personne qui sera chargée de les... Et quel est le rôle du propriétaire des universités? Quel État? C'est l'État qui définit sa politique et qui doit être en mesure de dire voilà comment cette politique doit être mise en œuvre. Ce n'est pas une question de démocratisation. Il ne faut pas que nous soyons trop complexés par rapport à tout ceci en nous disant tout est ramené à la dictature dans notre pays par les hommes politiques. Tout est ramené, on dit oui, c'est de la dictature. Ce n'est pas de la dictature, c'est une amélioration, c'est une démarche vers la qualité de la gestion de nos universités. Et je crois que l'Union progressiste, le renouveau, reste dans cette logique d'amélioration. Ce sera évalué et les améliorations nécessaires en son temps seront apportées. Et nous, on est dans cette logique de légiférer à ce que l'université retrouve vraiment ses lettres de noblesse dans notre pays. Nous ne sommes pas, le Bénin n'est pas parmi les 100 universités, les meilleures universités, mais est-ce que c'est le Bénin seul qui n'est pas parmi les 100? Combien de pays vous retrouvez parmi ces choses? C'est des pays qui ont d'énormes moyens que nos États ici n'ont pas. Parmi les 100 dont vous parlez, est-ce que vous avez retrouvé même un pays de l'UEMOA? Non, vous allez retrouver le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et voilà des pays qui ont de grands moyens à investir. Et dans ces pays-là, je ne crois pas... Docteur Atio. Je ne crois pas
que dans ces pays, oui, c'est ça. Parce que ici, nous sommes là pour parler de l'éducation et nous devons pouvoir donner l'exemple d'une bonne éducation à nos enfants. Et donc, je voudrais que vous le rappeliez à l'ordre. Merci. Merci à vous. Moël Bénin, représenté par Elie Rodrigue Bellegon, vous avez la parole sur la même question et vous en êtes à 9 minutes 10 secondes. Merci. N'ayons pas peur du changement. Si nous avons un autre système, c'est que l'autre a quelques aspects à corriger. Donc, allons jusqu'au bout de celui-ci. On va évaluer et on verra. Je vous remercie. Eh bien, on passe à la question suivante. Le nombre limité d'enseignants qualifiés et d'établissements adaptés ne permet pas aux apprenants à besoins spécifiques de jouir pleinement de leur droit à l'éducation, comme leurs autres camarades qui ne sont pas porteurs de handicap. L'exercice ici est de savoir ce que proposent vos formations politiques pour permettre à ces enfants porteurs de handicap d'avoir accès à l'éducation. On va commencer par vous, docteur Christine Tcha du Parti Bloc républicain. Merci, Madame la journaliste. Et avant de revenir à votre question, j'aimerais retourner rapidement sur la question qui vient de passer concernant la nomination des responsables universitaires. Dans le passé, cela se faisait normalement sans que pour autant on observe ce qu'on a eu pour les quelques années avant 2016. Donc, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour mettre de l'ordre et orienter un peu l'action au niveau de l'enseignement supérieur que le gouvernement en place a pris ces réformes-là pour pouvoir accompagner l'enseignement au niveau du supérieur. Revenant à votre question, au sein du Bloc républicain, la nouvelle vision en matière des enfants porteurs d'handicap est de les accompagner. Dès que nous serons à l'Assemblée, nous avons cette mission d'accompagner ces enfants-là à travers la promotion de l'enseignement de ces enfants pour qu'eux-mêmes puissent bénéficier des mêmes avantages que les autres enfants. Le BR met cette activité-là au cœur de ses préoccupations. Je vous remercie. MPL, c'est à vous. Monsieur Anissé Tidjo, je vous rappelle, vous n'avez plus beaucoup de temps. Je ne suis pas député, je suis du grand peuple. Je suis de ceux qui souffrent et on doit aller corriger les choses. Ceux qui appartiennent au parti État et qui applaudissent sont complices de ce qui se passe. Et il y a lieu de laisser la même chance à tous les enfants, expliquer l'enfant porteur d'handicap, expliquer aux enfants que celui qui porte l'handicap et l'autre qui se porte bien ont les mêmes chances et sont les mêmes personnes. Nous allons aussi encourager les enseignants à être dans la fonction de ne pas quitter pour devenir pasteur ou bien autre chose. Parce qu'à l'heure actuelle, le pouvoir en place a fatigué la corporation des enseignants. Merci. Docteur Valérie Idossou de l'UDBN. Nous sommes de l'UDBN, mais nous ne sommes pas complices de ce qui n'a pas été bien fait. Par rapport à votre question, notre suggestion, c'est que l'État doit mettre en place et l'Assemblée doit légiférer pour cela, la formation des enseignants spécialisés et ensuite adapter l'environnement à l'accueil des enfants handicapés. Car pour l'UDBN, tous les citoyens du Bénin comptent. Chers électeurs, ta voix compte. Elle compte pour une éducation de qualité. Docteur Valérie Idossou, sans vouloir vous interrompre, vous avez épuisé votre temps de parole. Toujours sur la question des enseignants spécialisés et la disponibilité des infrastructures scolaires pour les enfants porteurs de handicap, on va donner la parole à vous, Dr Mohamed Akintola, du parti Foscori pour un Bénin émergent. À travers son programme de législature intitulé « Un Parlement du peuple pour le peuple », les parlementaires FCBE légiféreront dans le sens de la création d'infrastructures pouvant recueillir nos compatriotes qui sont en situation de handicap, recruter d'abord et former des enseignants spécialisés pour leur suivi qui demandent assez de particularités et de délicatesse. C'est ce que nous proposons comme offre au peuple béninois, car ces personnes que nous appelons des personnes en situation de handicap ont quand même développé beaucoup d'autres aptitudes compensatoires qui font qu'ils sont également des contributeurs à la prospérité et au développement de notre pays. Et en tant que citoyens, ils ont aussi droit à bénéficier de tout ce qui est avantage
ressources de ce pays. Je vous remercie. UP Le Renouveau, les enfants porteurs de handicap sont des citoyens comme tous les autres. Ce sont des citoyens à part entière et ont droit à l'école, ont droit à l'éducation. L'UP Le Renouveau continuera de promouvoir l'éducation inclusive. Éducation inclusive qui prenne non seulement en compte les filles dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également ces enfants qui sont porteurs de handicap. Nous avons déjà légiféré par le passé en obligeant l'État à prendre en compte ces enfants-là dans la construction des infrastructures. Donc de plus en plus, vous allez constater que les nouvelles infrastructures qui sont construites prennent en compte la circulation des personnes handicapées, par exemple, dans nos écoles. Et les toilettes également, dans le cadre de la loi sur l'hygiène, doivent être conçues désormais pour permettre que ces enfants-là puissent avoir accès à ces services-là. Donc, globalement, nous continuerons dans cette lancée. Je vous remercie. Elie Rodrigue Belogou de Moël Bénin, sur la même question. Merci. Je suis très heureux que vous ayez cette question. Je ne savais pas, mais je l'ai évoqué dès le début, qu'à Moël Bénin, notre inclusion prend en compte ces élèves et que l'handicap chez nous n'est pas juste physique. Il y a d'autres troubles d'apprentissage, donc faisons attention, ce n'est pas juste des infrastructures physiques, mais il faut aussi des infrastructures humaines, former des enseignants spécialisés dans ce sens pour prendre en compte tous ces enfants. Et là, je reviens rapidement sur la question ontologique. La question se pose à la base. Est-ce qu'un enfant qui a redoublé peut être productif pour le Bénin? Est-ce qu'un enfant qui n'a pas un pied ou deux peut être productif pour le Bénin? Est-ce qu'un bègue peut être productif pour le Bénin? Si la question ontologique est répondue à Nava, oui, nous avons toute la place pour ces gens-là et ils peuvent contribuer au développement et à la productivité de la nation. Eh bien, avant de conclure ce débat, on va accorder 1 minute à chaque représentant de parti politique sur ce plateau pour passer votre message sur le secteur de l'éducation. Et on va commencer par vous, docteur Christine Tchar du parti Bloc républicain. Merci, madame la journaliste. Sur le secteur de l'éducation, au Bloc républicain, nous faisons la promotion de la formation professionnelle et technique et nous accompagnons également le gouvernement en place dans ce sens. Actuellement, vous avez environ 630 enseignants qui ont été recrutés pour être formés. Et ils sont actuellement à l'Université nationale d'agriculture pour la formation technique et professionnelle de nos étudiants. Et nous voulons également faire la promotion de la jeunesse, du capital humain au sein du BR pour permettre à ce que tous les jeunes soient à l'école et que tous les jeunes aient un travail. Merci. MPL, Anissé Tidjo. Depuis 2016, il n'y a pas eu élection dans mon pays. Il n'y a eu que de simulation. Le grand peuple le sait. Nous sommes en lice, c'est pour aller éviter qu'on mette en place un parlement qui soit à résonance, une caisse de résonance pour le pouvoir en place. Nous sommes en lice, c'est pour permettre que tout aille bien dans tous les secteurs. Pour le moment, on n'est pas encore au Parlement, mais nous souhaitons que le chef de l'État consacre ses ressources plus à l'éducation qu'aux infrastructures routières et autres. Et nous nous étonnons pourquoi il s'intéresse si tant à ces choses-là. La priorité doit être le financement de l'éducation et non construire telle route, faire les jardins de ci et de ça. Nous voudrions, avant même d'aller au Parlement, que le président de la République pense à cela, qu'il sache que la priorité, c'est d'abord et avant tout l'éducation. Au MPL, nous aspirons à aller corriger les choses au Parlement et nous appelons le peuple à nous soutenir pour. Docteur Valérie Idossou de l'UDBN. Chers citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ta voix compte. Va aux urnes et vote l'UDBN, le seul parti des jeunes et des femmes, pour lui permettre de légiférer autrement et assurer une meilleure qualité de l'éducation. Chères personnes handicapées, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau travaillera, interpellera le gouvernement pour que les décrets d'application de la loi 2017 sur la protection des personnes handicapées soient une réalité. Vive l'égalité et l'inclusion, vive l'UDBN. Je vous attends le 8 janvier prochain. Docteur Parlatiou du Parti Les Démocrates.
chers élèves, étudiants, enseignants, chers parents d'élèves, chers promoteurs d'écoles et d'universités privées, votez le 8 janvier 2023, le Parti Les Démocrates, pour que la revalorisation de la fonction enseignante soit une réalité, afin que nous puissions libérer notre pays, afin que nous puissions alors restaurer notre démocratie chèrement acquise. Merci. Docteur Mohamed Akintola de la FCBE. Notre proposition, notre offre de législature a déjà été déclinée à travers toutes mes interventions ici. Avant donc de clôturer, je vais dire que nous perdons de vue le principe de base de la démocratie. Il est demandé ici que les partis d'opposition ne fassent pas le procès du gouvernement, mais c'est le devoir d'un parti de l'opposition. Si nous sommes un parlement d'accompagnement, des leaders d'accompagnement ou des peuples d'accompagnement, eh bien nous perdrons de vue l'essentiel. Le Parlement ne doit pas être contrôlé par l'exécutif. Pour guérir un malade, il faut d'abord faire un diagnostic. Et le diagnostic, il peut être amer, il peut ne pas être plaisant, mais c'est ce qu'il faut d'abord faire avant d'aspirer à la prospérité. Toutes les parties du corps ont leur rôle. Le nez pour respirer, les oreilles pour entendre. Lorsque les oreilles commencent à respirer, c'est qu'il y a un problème. La mouvance présidentielle est là pour défendre le gouvernement. Nous sommes là pour relever les insuffisances et plusieurs sons de cloche sont meilleurs car c'est la multiplicité des couleurs qui font la beauté d'un tapis. Peuple béninois, le 8 janvier 2023, vous serez appelés à désigner les vrais représentants du peuple. Vous avez été suffisamment bâillonnés ces dernières années. Envoyez à l'hémicycle vos vrais représentants qui sauront porter votre voix car ils ont toujours été avec vous au bas peuple, ils ont souffert avec vous, ils connaissent vos réalités. Envoyez les candidats Force Cori pour un Bénin émergent à l'Assemblée nationale afin de contrôler l'action du gouvernement et d'équilibrer dans un système démocratique la gouvernance de notre pays pour votre bien, pour une prospérité partagée du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est l'engagement que nous, candidats FCBE, nous vous faisons. Portez votre choix sur le parti du peuple, pour une législature du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vive la FCBE, vive le Bénin, je vous remercie. Et c'est le tour à présent de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci. J'invite les compatriotes à voter utile le 8 janvier. Il faut voter utile parce que le mandat de la prochaine législature est de 3 ans et se trouve être inclus dans le mandat actuel du président de la République. Et le parti le plus grand du Bénin étant l'Union progressiste Le Renouveau, il est le mieux placé pour pouvoir continuer à faire ses pressions sur le gouvernement, contrairement à ce que nous avons entendu, où on dit que nous accompagnons, nous adoucissons. Non, c'est vrai, quelqu'un a dit que nous sommes parti-État, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend cette expression. Pendant le régime du docteur Boni Yahi, les FCB ont été traités également de parti-État. Et donc cela va continuer. Je vais simplement dire que les 3 ans à venir, l'Union progressiste Le Renouveau est le parti le mieux placé pour résoudre les problèmes qui se posent dans le système éducatif béninois afin de mettre l'homme au cœur du développement. Éducation de qualité pour des hommes de qualité qui contribueront à relever notre pays du sous-développement. Je vous remercie. C'est le tour du parti Moël Bénin avec son représentant Élie Rodrigue Belogou. Chers compatriotes, à Moël Bénin, comme vous l'avez entendu, la plupart des partis aujourd'hui, nous travaillons sur l'inclusion. L'inclusion de toutes les couches de la population. Donc pour les élections du 8 janvier prochain, nous vous invitons à voter massivement à cette vague Moël Bénin que nous constituons pour que, ensemble, nous continuions à soutenir les nombreux engagements que notre gouvernement actuel a pris pour notre éducation, notre système éducatif. Soyez patients, aucune transformation ne se fait dans la précipitation. Nous avons 3 prochaines années, nous avons besoin d'une assemblée forte pour soutenir des réformes fortes qui sont des réformes profondes malgré les difficultés que ça peut apporter. Nous serons aussi là pour les expliquer et que la population vive ces réformes avec beaucoup de douceur et beaucoup d'appropriation, car il s'agit du destin du Bénin. Et pour celui-là, j'aimerais vous réinviter une fois encore pour conclure à voter le 8 mars à cette mouvance qui ne prône que l'inclusion. Et vous l'avez entendu, tous les partis politiques l'ont évoqué tout à l'heure, l'inclusion. C'est chez nous, à Moël Bénin. Je vous remercie.
Eh bien, nous sommes au terme de ce débat consacré à l'éducation. Pendant 90 minutes, les 7 partis politiques en lice pour les élections législatives du 8 janvier prochain ont exposé leur offre en matière de vote de loi sur le système éducatif béninois. Angèle Toboula, eh bien, c'est la fin de ce débat. Oui, Cécile Goudou, c'est la fin de ce débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour cette 4e thématique les représentants des partis Moël Bénin, représenté par Élie Rodrigue Belogun, le bloc républicain qui a envoyé Dr Christine Ncha, Anissé Tidjo pour le compte du parti MPL, Dr Paul Atiou pour les démocrates, Dr Mohamed Akintola pour la FCBE, l'UDBN, Dr Valérie Idossou et puis l'Union progressiste Le Renouveau représenté par Ake Natondé. Merci de nous avoir suivis. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.